Aujourd'hui, on vit une résurgence de l'image de la sorcière qui a tendance à englober de nombreux domaines, tout en faisant de l'archétype de la sorcière une figure emblématique d'un nouveau monde à venir. Wicca, paganisme, sorcellerie, magie, ésotérisme, chamanisme, parapsychologie, religion, et tous les domaines en lien avec l'invisible tendent à se mélanger avec une mondialisation grandissante. On pourrait avoir tendance à juger un tel syncrétisme. Le syncrétisme, c'est une combinaison de doctrines qui paraissent incompatibles. Pour ma part, j'y vois une belle opportunité de créer des ponts entre toutes les philosophies, les religions et les pratiques du monde, pour trouver une note fondamentale qui les réunit toutes dans un système qui va être inédit et personnel. C'est ma croyance qui est différente de toutes les autres. Je trouve que la sorcière en tant qu'archétype, elle incarne bien ce nouveau paradigme. Alors du coup, je te l'accorde, ça rend les choses un peu compliquées quand on débute, mais pas de panique, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans tous ces termes. Avant de commencer, je voulais juste faire un petit point pour te dire que je suis pas un historien, et encore moins un anthropologue. Je suis juste un passionné de sorcellerie. Du coup, les définitions que je vais te donner, elles m'appartiennent, et elles permettent de remettre de l'ordre dans mon esprit. Je prétends pas détenir la vérité, et je peux me tromper. Je te laisse donc le soin de prendre ce qui te parle, de le vérifier en faisant preuve d'esprit critique, et de laisser le reste. Le chamanisme, ça désigne une fonction magico-religieuse. Les chamans sont présents depuis la nuit des temps dans toutes les sociétés archaïques, sous formes variées et particulièrement dans les sociétés sibériennes et amérindiennes. Le terme chamanisme nous vient du tongouz et peut se traduire par danser, bondir, remuer, s'agiter. Ça fait directement référence à l'état particulier de la transe induite. Le chaman est avant tout un titre reconnu par la tribu. Il a pour fonction de faire le lien entre le monde des hommes et le monde des esprits à travers la transe, l'extase et les voyages initiatiques. Ces voyages qui permettent de prendre des décisions politiques et organisationnelles et surtout de guérir en se connectant à l'âme des personnes qui viennent le ou la voir. Pour résumer, on peut dire que le chaman fait office de guide, de garant des croyances et des traditions et de guérisseur. Le druidisme, quant à lui, est une forme de chamanisme celtique qui a perduré dans le temps au-delà des sociétés archaïques. Même si on connaît très peu de choses sur les pratiques et les croyances du druidisme, notamment parce que c'était une tradition orale dont plus rien ne subsiste, à part des discours biaisés ou des hypothèses archéologiques, on pense que c'était une caste très bien structurée qui avait énormément de pouvoir dans les prises de décision de société. On pourrait dire que les druides c'était des chamans, mais structurés à une plus grande échelle qu'une simple tribu. Les termes paganisme, païen et païenne désignent, par les chrétiens, toutes les religions traditionnelles. Alors, une religion traditionnelle, c'est une religion dont on ne peut pas dater le commencement dans l'histoire, et qui n'a pas vraiment de dogme statique. Ça veut dire qu'elle ne se base pas sur un texte sacré unique. Les religions traditionnelles, c'est aussi des religions souvent polythéistes, c'est-à-dire qu'on croit en plusieurs dieux. Et elles ont souvent des pratiques et une vision très intime avec leur divinité, parce qu'on considérait que les divinités faisaient partie de notre monde et vivaient dans notre quotidien. Même si il existe des textes en lien avec les divinités des religions monothéistes, et que tout le monde semble s'accorder sur certains points, les croyances et les pratiques païennes ne sont pas figées dans un dogme, ni dans des rituels fixes. C'est souvent des croyances locales et des pratiques saisonnières en harmonie avec la nature qui nous entoure. Pour différencier le chamanisme du paganisme, on pourrait dire que le chaman est une fonction ancestrale, comme le prêtre, qui était réservée à une caste qui intervenait dans les affaires religieuses, politiques et sociales. Le chaman ou le prêtre fait le lien entre les dieux, les esprits et les individus de sa communauté. Le paganisme, quant à lui, regroupe des pratiques et des croyances populaires, accessibles à tous et à toutes, et qui ont pour vocation de se protéger soi et son foyer. Ce sont des pratiques personnelles et quotidiennes, en lien direct avec les divinités. On pourrait voir dans le paganisme une tentative d'émancipation du dogme pour fonder des croyances propres. La Wicca, c'est une religion néo-païenne, c'est-à-dire que tout le monde partage les mêmes croyances et qu'on se base sur des anciennes pratiques pour les remettre au goût du jour dans un système cohérent. C'est une religion récente qui a été popularisée par Gerald Gardner dans les années 40
Et la Wicca est un peu une tentative de forger une nouvelle religion en se basant sur une vision romantisée du druidisme et du paganisme, à défaut d'avoir des textes sur lesquels s'appuyer. La Wicca, c'est donc une religion, elle est dogmatique. Ça veut dire que les Wiccans ont les mêmes divinités, les mêmes croyances et les mêmes pratiques qui se basent sur une interprétation de ce que pouvait être le paganisme à une certaine époque. Même si, dans les faits, il existe des branches différentes de la Wicca qui ne partagent pas toutes les mêmes croyances. De par sa construction, la Wicca est pratiquée en coven et suit un parcours initiatique codifié, comme pour la Golden Dawn par exemple. On peut parler de structure pyramidale ascensionnelle. Elle fonctionne pour la plupart sur le concept de l'initiation qui donne accès à des grades, comme c'est le cas dans la franc-maçonnerie. C'est important de noter que la Wicca a une telle influence dans notre société actuelle que quand on parle de sorcellerie, ça correspond très souvent aux enseignements de la Wicca. Et la plupart des personnes qui se disent sorcières pratiquent aujourd'hui souvent une forme de Wicca éclectique qui n'est pas reconnue par la Wicca, mais qui montre une envie, en tout cas croissante, des nouveaux et des nouvelles pratiquants et pratiquantes, de s'affranchir de tout dogme et de construire leurs propres pratiques en mélangeant différentes croyances issues de cultures complètement différentes. On peut très bien créer un panthéon en prenant des dieux égyptiens, des dieux grecs et des dieux celtes, et même mettre tout ça dans un folklore fantaisiste comme Harry Potter par exemple. Ça c'est tout à fait ok avec la Wicca éclectique. Contrairement au paganisme, la magie ne cherche pas à être en lien direct avec la nature ou à protéger et prendre soin du foyer, mais à comprendre les lois fondamentales et à percer les mystères de l'univers. Elle se divise en 3 grandes sciences sacrées, l'astrologie, l'alchimie et la théurgie. Ce sont ces 3 grandes doctrines qui ont donné respectivement naissance aux sciences modernes qui sont l'astronomie, la chimie et la physique. La différence entre les sciences modernes et la magie, c'est que la connexion à l'invisible et au monde du sens sont omniprésentes. Et le but est vraiment différent, là où les sciences modernes tentent d'expliquer le monde tangible, les sciences anciennes tentent d'expliquer les origines du monde. Bien que ce soit des termes distincts, je les range dans la même catégorie, c'est-à-dire une quête de connexion ou de fusion avec le divin. La métaphysique d'abord, ce serait plutôt une science de l'esprit. C'est un courant philosophique qui a pour but de penser l'invisible. Loin de tout dogme, de toute religion, la métaphysique, c'est la capacité de chacun et chacune à penser les processus qui régissent le monde au-delà de notre perception sensorielle. Pour résumer, la métaphysique s'intéresse à tout ce qui n'est pas observable. La mystique, ou le mysticisme, a une approche similaire à la métaphysique. Elle s'intéresse aux mystères, aux choses cachées et secrètes. La différence réside dans le point de départ de la démarche. Là où la métaphysique part de l'esprit, le mysticisme part du cœur. Si la métaphysique vise à comprendre ce qui sous-tend la réalité, la mystique cherche à vivre l'expérience de ce qui est à l'origine du grand tout. Et les deux peuvent d'ailleurs se compléter. On peut très bien imaginer une représentation du divin, c'est la métaphysique, et tenter de s'en rapprocher à travers des expériences d'extase, c'est la mystique. Pour ce qui est de la spiritualité, on s'intéresse encore une fois à la part d'invisible et de divin qui peut exister, mais on va le faire avec une approche beaucoup plus pragmatique. La spiritualité, c'est plus une quête de sens à travers les actions du quotidien. C'est essayer de donner un sens à notre vie en tant qu'individu, puis en tant que collectif, et enfin en tant qu'ensemble. C'est à travers cette quête qu'on peut vivre des épisodes de compréhension du grand tout, la métaphysique, et de la connexion au divin, la mystique. Dans notre quête de spiritualité, pour s'éveiller à soi-même et au monde, il existe un ensemble d'enseignements et de pratiques. Certaines sont ouvertes à tous et à toutes, elles sont dites exotériques, et elles viennent de l'extérieur. Ce sont les enseignements sacrés en général. Et d'autres enseignements se révèlent à nous quand on est prêt ou prête à les recevoir. Elles sont dites ésotériques et viennent de l'intérieur. Les enseignements exotériques ont été diffusés de tout temps par les prêtres et les chamans, et plus récemment dans les livres, les vidéos et tout ce que l'ouverture de notre monde nous permet. C'est un ensemble de pratiques accessibles qui visent à améliorer le quotidien et à amorcer une démarche introspective et spirituelle d'éveil. Les enseignements ésotériques, quant à eux, sont réservés aux initiés. C'est important de noter que, contrairement à l'image populaire, un initié n'est pas un élu choisi, mais un individu qui a suffisamment cheminé dans sa quête pour comprendre pleinement les enseignements ésotériques qui sont en lui. C'est comme si je sais pas lire et je vais vouloir déchiffrer un livre.
C'est pas possible. Donc j'ai besoin d'apprendre à lire, de faire de l'expérience, pour enfin être capable de lire. Les enseignements ésotériques demandent donc d'avoir atteint un certain niveau de maturité et une certaine ouverture par l'expérience. C'est en ça qu'ils sont ésotériques ou occultes, parce que l'occultisme c'est aussi un ensemble d'enseignements. C'est pas parce qu'ils sont noirs, ténébreux ou terrifiants, c'est simplement parce qu'ils sont impossibles à pénétrer sans l'expérience nécessaire ou la maturité nécessaire à leur compréhension. Pour résumer, après avoir fait un travail de connaissance de soi, ma conscience s'éveille à une vérité plus grande, et pour pénétrer ces vérités, les enseignements ésotériques et occultes se manifestent dans ma vie. Ce sont des épreuves du quotidien qui me permettent de donner du sens à mon existence, et c'est ça la spiritualité. Et à mesure que j'avance dans cette quête de sens, mon cœur s'ouvre doucement à ressentir la présence du grand tout, c'est la mystique, et en ressentant la présence du grand tout en moi et autour de moi, je peux en même temps développer une compréhension de cette essence divine, c'est la métaphysique. Sorcellerie et paganisme sont étroitement liés. Les sorciers et les sorcières sont des païens et des païennes. La nuance entre les deux, à mon sens, c'est une construction sociale qui s'est faite au fil de plusieurs siècles. Déjà dans l'Antiquité, et surtout pendant l'émergence du monothéisme, les pouvoirs en place, qu'ils soient politiques ou religieux, ont eu pour mission de maintenir l'ordre, c'est-à-dire de rassembler les gens sous une seule bannière, une seule religion, et un ensemble de comportements et de croyances jugés acceptables. Car c'est une priorité pour fédérer une société qui compte de plus en plus d'individus, de maintenir l'ordre et de développer une culture commune. Dans cette optique, tout ce qui est jugé hors norme ou déviant doit donc être pointé du doigt et puni, que ce soit juste ou pas. C'est dans ce contexte, à plusieurs moments de l'histoire, et plus particulièrement pendant l'Inquisition, que le mot sorcellerie est intervenu. Il désigne donc une personne maléfique. Parce que quelqu'un qui vole ou qui tue, c'est un criminel, mais qu'en est-il d'une personne qui jette le mauvais œil ou procède à un rituel interdit par l'Église, comme un avortement par exemple? Eh bien, c'est une sorcière. Quand je dis interdit, ça veut dire qui ne convient pas aux normes établies, à l'époque où elles ont été imposées par un pouvoir qui avait ses raisons de le faire. Pour conclure, et c'est ma définition qui est discutable et qui m'appartient, je dirais que la sorcière est une païenne qui subit une oppression ou une forme de domination parce qu'elle va à l'encontre des intérêts de ceux qui ont le pouvoir. Sauf que, aujourd'hui, dans notre société, les formes de domination qui ont pu exister et qui existent encore, notamment concernant les femmes, sont en train d'être dénoncées à juste titre. Et les pratiques païennes sont popularisées dans un monde où le sens et le sacré font cruellement défaut. À mon sens, le terme sorcière a donc besoin d'être redéfini au regard d'une société en pleine mutation. Et c'est ce que je te propose tout de suite avec la vision de la sorcellerie à Esteria. Littéralement, la sorcière signifie jeteuse de sorts. Sort, c'est véritablement le mot-clé qui définit le mieux l'archétype de la sorcière. On va donc essayer de l'étudier. Sort, ça peut être employé pour faire référence à une puissance surnaturelle qui fixe le cours des choses et qui est inéluctable. Par exemple, le sort en est jeté. La sorcière est donc capable de déjouer le sort et d'avoir la maîtrise de sa destinée en osant aller à contre-courant et en suivant son intuition. Le mot sort fait aussi référence à notre condition humaine. Par exemple, il ne se plaint pas de son sort. La sorcière a donc un levier d'action sur la manière dont elle et les autres peuvent se sentir et ne pas se conformer. C'est d'ailleurs pour ça que les gens viennent voir la sorcière la plupart du temps. Changer d'état de conscience ou sortir d'une situation non désirée. Le mot sort peut d'ailleurs s'entendre comme l'action de sortir. C'est justement de ce conditionnement et de cet enfermement que la sorcière peut nous faire sortir. Elle insuffle le changement et permet aux individus d'aller de l'avant en utilisant tout ce que la nature lui offre. Pour résumer, la sorcière porte en elle des valeurs d'indépendance, de liberté de penser et d'agir, et revendique un accès légitime à des pratiques qui vont dans le sens de sa puissance personnelle, que ce soit pour son bien ou pour celui du plus grand nombre. Pour conclure, je dirais que dans un monde où la médecine allopathique n'a pas toutes les réponses, où les métiers n'ont pas toujours de sens, où l'écoute de notre corps et de ses besoins sont bafoués, où les dogmes nous enferment parfois, je crois qu'il est temps que la sorcière, en tant que citoyenne qui contribue activement au mieux-être de tout ce qui vit, quel que soit le règne auquel il appartient, soit reconnue. Et qu'elle ne soit pas limitée à une perception biaisée et ancienne, mais qu'elle soit tout en même temps chamane, druidesse, païenne, magicienne, spirituelle, mystique, métaphysique et surtout libre de choisir le genre, les valeurs et sa façon unique de contribuer à ce monde.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère avoir remis un peu d'ordre dans tous ces termes qui se croisent. Et si tu veux en savoir plus sur ma vision de la sorcellerie aujourd'hui, je t'invite à découvrir les 9 facettes de la sorcière. En attendant, je te dis à bientôt, et surtout, reste magique.